Alors la première question que je me suis posée, c'est plutôt à quoi ça sert d'être parent? Parce que c'est souvent très déroutant, c'est souvent une source de désillusion, de désidéalisation de ce qu'on avait rêvé et de la réalité qui arrive. Par exemple, je pense à une mère qui dit j'ai tout raté, j'ai raté toute ma vie parce que c'est très compliqué avec l'adolescence de sa fille. Je pense à un père effondré parce qu'il voit ses deux filles dans une rivalité haineuse et qui ne comprend pas ce qui se passe et qu'il dit je préfère pas voir ça, ça me fait trop souffrir. Donc c'est à quoi ça sert d'être parent? C'est vraiment la question que je me suis posée. Et par contre, elle a été renversée par un enfant, j'en parle dans le prologue, qui un jour me pose la question, mais à quoi ça sert les enfants? Dans la série, à quoi ça sert les mouches, à quoi ça sert les moustiques et à quoi ça sert les enfants? Évidemment, cette question me sidère un peu, donc je ne lui réponds pas. Je l'interroge du regard et il me répond juste ça sert à rien en fait, c'est juste pour être content d'exister. Et j'ai trouvé cette réponse tellement bouleversante, voilà, que j'ai choisi d'en faire le titre de ce livre, mais évidemment la question ne se pose pas exactement sur à quoi ça sert les enfants, c'est plutôt où nous emmènent les enfants, que nous font vivre les enfants, quel est le cheminement que nous faisons avec les enfants. Et c'est le cheminement qu'on fait avec un être très très vivant, très sensible, très vulnérable. Donc c'est un cheminement qui s'approfondit toute la vie de parents, qui dure longtemps en fait, même au-delà de la majorité des enfants. Ce sont leurs questionnements, ce sont leurs attentes, ce sont leurs remises en cause. Pourquoi tu as tellement de peur, maman? Pourquoi tu es tellement anxieux, papa? Donc déjà, il y a un gros travail émotionnel qui nous est demandé. À quoi ça sert telle chose? À quoi ça sert de vivre? Donc un questionnement sur les valeurs fondamentales qui nous animent en tant que parents. Ce sont aussi tout l'émerveillement auquel il nous invite. Donc ça, c'est le bon côté des choses, le renouvellement de la sensibilité, l'ouverture du cœur. Voilà, c'est ça. À quoi ça sert les enfants? Ça nous fait faire un parcours du vivant pour être de plus en plus vivant. Alors oui, bien sûr, ça me touche personnellement. Je suis maman de 4 fils et grand-mère, de nombreux petits-enfants. Je pense que j'ai été bouleversée comme plein de mamans à la venue de mon premier, puis mes enfants, complètement déroutée, stupéfaite que ça soit si étrange, vraiment bien un étrange pays dans mon pays lui-même, comme dit le poète. Et j'aurais aimé avoir des repères, autres que des dogmes, des principes ou des traditions qui me semblaient plus ajustées à la jeune maman que j'étais dans l'époque où j'étais. Donc ça, c'est le premier élément déclencheur, mais bien sûr, ça fait 35 ans que je ne suis plus jeune maman, donc c'est ensuite en accompagnant les parents dans leur parentalité, dans les week-ends, les soirées ou les journées que j'organise, et d'entendre la même stupeur en fait. On ne m'avait pas dit que c'était ça, et derrière le ça, c'était waouh, c'était si difficile, il y a tellement de choses, tellement d'enjeux, tellement de défis à relever, comment c'est possible? Donc c'est l'accompagnement, ma motivation c'est de me dire j'ai envie que des parents se sentent rejoints et non pas pilotés par des guides de bons comportements parentaux qui ont comment dire, qui sont là par bonheur et ils existent, ça fait des références pour les parents, mais en même temps qui quelque part les infantilisent parce que c'est comme s'ils n'avaient pas pensé eux-mêmes à être bienveillants et bien traitants, à être gentils avec leurs enfants. Et d'autre part, qui les met souvent dans une situation de culpabilité profonde parce qu'ils n'y arrivent pas en fait. C'est tellement difficile. Donc moi je voudrais ouvrir un autre chemin qui est, oui c'est difficile, voilà les difficultés que vous allez rencontrer et voilà peut-être comment vous allez pouvoir les déjouer, mais c'est toujours des questionnements et des repères. Mais d'abord, on plonge dans « oui, c'est vraiment difficile » et le désarroi ou la détresse que vous traversez, à des moments bien sûr, pas tout le temps, c'est normal. Voilà, c'est un rôle extraordinairement sensible, celui d'être parent. Alors,
Oui, je le souhaite, évidemment, profondément. C'est le seul but de mon livre, en fait. C'est de faire en sorte que les parents reconnaissent qu'ils ont beaucoup de détresse, de difficultés, donc qu'ils ne soient pas amenés à soit être dans des adhésions trop rigides à des dogmes, les dogmes qui sont en cours, en vogue, à la mode, ou bien sombrer du côté de la maltraitance ou de la distanciation, parce que c'est tellement difficile qu'une manière de se protéger de la maltraitance à enfants, eh ben, c'est de prendre ça de loin, mais c'est quand même une autre forme de non-bientraitance, en tout cas pour les enfants. Donc oui, vraiment, c'est parce que les chiffres sur la maltraitance sont extraordinairement bouleversants. Il y a quand même 50 000 enfants chaque année qui sont déclarés maltraités. C'est seulement ceux qui sont déclarés maltraités. Il y a énormément de situations de maltraitance qui ne le sont pas. Il y a 160 000 enfants qui sont abusés sexuellement. Il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups d'un membre de sa famille. Donc c'est un vrai phénomène social et politique. Au-delà du personnel et des parents que je veux soutenir par cet écrit, c'est vraiment aussi de dire mais c'est un problème social en fait. Donc il faut vraiment étayer la parentalité, il faut donner des guides, des repères, il faut leur donner une reconnaissance. C'est un métier difficile, un rôle très impliquant et on n'est pas vraiment préparé pour ça. Et la différence d'avant, des générations d'avant, c'est qu'avant, les parents étaient aussi immatures qu'ils le sont aujourd'hui, seulement ils s'appuyaient beaucoup sur la tradition avec un T majuscule, la tradition transmise par leurs propres parents, grands-parents, leur lignée. Bon, déjà aujourd'hui les familles sont très brisées souvent, et puis on ne croit plus, on n'adhère plus forcément aux approches traditionnelles d'une éducation traditionnelle. Donc on va se réfugier souvent du côté du discours scientifique, les neurosciences qui vous apprennent quel cerveau extraordinaire est un bébé. Mais en fait, ils ne vous apprennent pas qu'est-ce qu'on fait en face des pleurs du bébé. Et ça, par exemple, le syndrome du bébé secoué, c'est un syndrome qui est très présent, qui fait qu'un enfant sur 10 bébés secoués meurt des suites de ça. Il y a des enfants qui ont des lésions irréversibles. Et c'est des parents ordinaires, hein. Ce n'est pas tous des parents qui étaient des monstres au départ. Donc, il y a vraiment un enjeu sociopolitique énorme pour moi, mais évidemment, c'est chaque personne qui doit être touchée par cette prise de conscience. Donc dans cet écrit, j'aborde tout ce qui va être difficile à traverser. Par exemple, pour leurs parents au départ, la désillusion, la désidéalisation, le fait que ça va être d'abord un enfant des nuits spolié, un rythme complètement aliéné à un rythme de bébé, de nourrisson, puis d'enfant. Donc il y a un sentiment parfois d'étranglement qui est insupportable. Les besoins physiologiques de base, manger tranquillement et dormir, sont réduits à, si ce n'est néant, en tout cas à peu de choses pendant les premières années. Donc c'est très difficile en fait, déjà rien que ça. Et ensuite, il y a des tas de choses. Il y a la culpabilité, le doute du côté parental. Il y a les phénomènes d'hostilité, de haine, d'agressivité entre parents et enfants, la rivalité, la jalousie, le ressentiment. Bon, tout ça traverse. Et puis il y a évidemment la souffrance. Qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance d'un enfant? Qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance que la vie lui inflige? Donc comment on arrive à dire la vérité, les non-dits, les mensonges, les secrets. Ce sont des enjeux qui sont énormes en fait à chaque fois et qui compromettent l'avènement d'un individu, un sujet libre, libre de penser, libre d'agir, parce que tout ça c'est des sources d'enfermement. La peur des parents enferme l'enfant dans une sorte de système de haute sécurité, comme un système totalitaire en fait, où l'enfant est tout le temps surveillé. La séduction aussi, c'est difficile d'interdire à un enfant, c'est difficile de frustrer un enfant. Donc du coup, le biais utilisé par beaucoup de parents aujourd'hui, puisqu'on parle de bienveillance, c'est d'accéder un peu à tous les désirs de l'enfant. Mais là, c'est aussi, comme le dit Cyrulnik, une prison affective. Donc on emprisonne son enfant de plein de manières, pas seulement du côté de la maltraitance physique, mais du côté d'une sorte de non-bientraitance psychique. Et c'est important de s'éveiller à tout ça. Et pour moi, l'apport très particulier que j'avais à cœur de donner, c'est le regard des artistes. Ce sont les films, même les films qui ne parlent
supposément pas de la famille, parle très souvent de la famille en filigrane, des liens familiaux et comment ça impacte notre vie de tous les jours, dans tous nos choix. Donc c'est intéressant de lire les films à la lumière de ça. Et puis les films qui parlent de l'enfance, qui parlent de la famille, en parlent de façon beaucoup plus vraie, beaucoup plus complexe que ce qu'un livre sur, même de psychanalyse, je dirais, peut dire sur tous les enjeux, toute la finesse, toutes les nuances, toutes les incohérences aussi que chaque individu peut présenter dans ses liens. Donc les ambiguïtés et les ombres des liens familiaux. Et en même temps, il en éclaire aussi toute la lumière. Donc les œuvres d'artistes, c'est fantastique pour découvrir vraiment ce que c'est que le monde de l'enfance, à quoi on est convié. On est convié pas seulement à l'éblouissement de l'innocence, la naïveté, la candeur, l'émerveillement, mais aussi le monde de l'ombre, de l'ambiguïté, du doute et de tout ce qui nous traverse. Donc pour moi, voilà, c'est important. J'ai rapporté beaucoup les paroles des parents, celles que j'ai entendues. Bien sûr, mon expérience personnelle, mais aussi beaucoup les regards et les paroles des artistes, les interactions qu'on voit entre les personnages, que ce soit dans les peintures, dans les romans ou dans les œuvres d'art des films. Alors, c'est fondamental pour moi parce que j'en parle dès le début. C'est la posture qu'on peut adopter en tant que parent et qui, à mon avis, va être aidante, même si elle n'est pas confortable. Je parle de la citation de Kieślowski, le cinéaste, « Je doute avec certitude ». Et le doute permet de continuer à chercher, à se questionner. Et alors, j'écris sur la parentalité avec le recul que j'ai, puisque ça fait 30 ans que je ne suis plus une jeune maman avec des jeunes enfants. Et ça m'intéresse parce que j'ai entendu les modes et les conseils qu'on a donnés à la jeune maman que j'étais il y a 30 ans, ceux qu'on donne aujourd'hui. Il y en a qui sont radicalement différents et inverses, même contradictoires avec ce à quoi je devais adhérer quand j'étais jeune maman. Donc c'est intéressant de se dire non, c'est relatif en fait, tous les discours sur l'éducation. Donc s'il vous plaît, prenez de la distance, regardez comment ça se fait dans d'autres sociétés, mais surtout n'essayez pas de calquer non plus une autre société sur notre modèle à nous. Donc déjà, remettons en cause ce qui est affirmé haut et fort, fût-ce par les psychanalystes ou les grands professionnels de l'enfance, parce que dans 30 ans, probablement, on dira tout à fait autre chose. Et parfois quelque chose qui va venir contredire ça. Mais pour autant, c'est important d'entendre évidemment les discours, les connaissances et tous les apports des uns et des autres, autant des scientifiques que des psychanalystes. Donc ça, c'est pour moi un point important, c'est ne pas s'aliéner à un mode de pensée, même aussi indéfendable soit-il que la bienveillance parentale. Oui, évidemment, il s'agit de bienveillance, mais en fait, pas d'abord, quoi, et pas seulement. Et c'est pas aussi facile, c'est pas en un coup de pichenette, on dit oui, je vais être bienveillant dès demain, et puis le lendemain soir, on est effondré parce qu'on n'y est pas arrivé. Et pourquoi on n'y est pas arrivé, c'est ça qui est important. Donc de continuer à chercher, de continuer à être sensible, de continuer à observer. De la même manière qu'un montagnard, un guide en montagne qui vous emmène en haute montagne, c'est pas parce qu'il a 30 ans d'expérience qu'il y va en short, en polo et en sifflotant en fait. Il va quand même étudier très précautionneusement les conditions climatiques qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent, s'il y a des changements signalés sur les chemins. Donc à chaque fois, il remet toute sa conscience et son observation en jeu, parce que c'est vital. Et bien c'est pareil pour l'éducation, c'est vital. C'est un sujet qui va devenir un sujet vivant, qui va composer la société et qui va être apte ou pas à vivre avec lui-même et à vivre avec les autres. Donc c'est vraiment demeurer dans le vivant tout le temps que de rester dans le questionnement, dans l'observation et dans la conscience. Alors d'abord, je veux remercier les éditions Baudelaire parce qu'elles permettent à des écrits atypiques comme le mien de voir le jour, parce que mon écrit sur la parentalité, c'est banal d'écrire sur la parentalité, il y en a plein les rayons des librairies, mais très souvent ils sont sur deux chemins différents, soit un discours très élaboré de la psychanalyse, à laquelle je puise beaucoup,
et soit des conseils de guidance, on va dire, pour les parents, et voilà comment il faut faire pour désamorcer les colères, pour interdire sans maltraiter, enfin bon. Mais moi, je voulais vraiment ouvrir une autre possibilité d'accès à la parentalité qui est qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de la parentalité? Qu'est-ce qui est si difficile? Quels sont les enjeux, les pièges et les risques? Et ça ne rentre pas dans les lignes éditoriales. Donc les éditions Baudelaire m'ont permis, et m'ont ouvert la porte tout de suite d'ailleurs, avec une appréciation positive et encourageante. Donc ça, c'est évidemment une première bonne expérience. Et la deuxième, j'ai beaucoup aimé avoir l'impression de co-créer l'édition. Et pas d'être, une fois qu'on va à la maison d'édition, je connais puisque j'ai déjà édité un autre petit livre, on est un petit peu mis dans la salle d'attente et c'est l'éditeur qui choisit de recomposer, de couper, d'organiser l'écrit, un peu pour que ça rentre dans la ligne éditoriale. Comme là, il n'y a pas d'autre ligne éditoriale que de respecter la ligne de l'auteur, et bien du coup, c'est intéressant. Et ça donne le sentiment vraiment d'avoir coopéré et d'être le co-auteur de l'édition. Donc ça, c'est une bonne expérience aussi.